Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Au micro, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Et on va parler cuisine. Guy est venu avec un sujet aujourd'hui qui lui tient à cœur parce que c'est un sujet issu d'une expérience personnelle. Et donc, il n'a pas trop voulu m'en parler avant qu'on prépare l'épisode. Donc, je vais laisser présenter parce que j'arrive encore du mal à comprendre. Il parle de crème, il parle de gruyère. De quoi tu veux nous parler exactement? Eh bien, je vais vous parler de crème de gruyère. Alors en fait, je reçois périodiquement de ma fromagère préférée. Je rappelle quand même que les deux fromagères chez qui je me rends, donc elles tiennent un magasin. Il y en a une qui est deuxième meilleur ouvrier de Belgique et l'autre troisième, donc c'est quand même une fromagerie de référence. Donc elles me tiennent un petit peu au courant parce qu'elles ne vendent pas que du fromage et de la crème, elles vendent également de la charcuterie et des produits de bouche. Donc elles ont également une boutique dans au même endroit d'ailleurs, une boutique avec des produits locaux assez spécialisés dans la gastronomie, des biscuits, des bières, des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois dans un mail il y a un petit temps qu'elles savent se procurer de la crème de gruyère. Alors ça m'a rappelé quelque chose parce que la crème de gruyère, j'avais eu l'occasion de la goûter en Suisse il y a une vingtaine d'années lors d'un voyage. Je traversais la Suisse du nord-ouest jusque dans le Valais. Et puis avec l'ami avec qui je faisais le voyage, à un moment donné, il fallait bien sustenter en début d'après-midi. Et puis on voit une auberge et on s'y arrête. Alors bon, on avait pris d'abord un plat salé et puis après, je vois le dessert, myrtille à la crème de gruyère ou framboise à la crème de gruyère. Donc je me renseigne un petit peu et on me dit, voilà, ce sont des fruits frais qui sont servis avec de la crème fraîche qui vient. Donc en l'occurrence, nous étions dans la région de Gruyère et on m'amène une toute grande assiette sur laquelle il y avait de la crème fraîche semi-liquide avec des myrtilles. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait un petit peu de coulis aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était d'une simplicité enfantine. Et d'autre part, c'était très bon. Ça sentait vraiment la vraie crème fraîche, si je peux dire. C'est pas la crème fraîche qu'on achète dans les grands magasins et qui est désodorisée et qui ne sent plus grand-chose. Donc, voilà, c'est un souvenir un peu comme une Madeleine de Proust qui me restait dans la tête. Et lorsque j'ai vu ce mail me parvenir où on me proposait de pouvoir acheter de la véritable crème de gruyère, j'ai dit je vais en réserver, je vais en acheter. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Alors si vous allez voir sur internet la crème de gruyère, vous verrez que c'est une institution en Suisse. C'est une crème double, donc c'est une crème qui est plus riche en matière grasse que la crème fleurette. C'est une crème qui est épaisse. Alors forcément dans la région, on la trouve chez les fermiers du coin non pasteurisés ou chez les crémiers. Pour l'exportation, elle se trouve malheureusement sous une autre forme, c'est-à-dire en petit berlingot, mais elle est pasteurisée. Néanmoins, elle reste quand même très très bonne. Le seul petit problème, c'est son prix, parce qu'il faut quand même reconnaître que plus de 7 euros pour la brique de 2 décilitres, c'est quand même pas Aïe! donné. Ah oui, aïe, aïe, aïe. C'est Mais emballé enfin, dans des bon, feuilles d'or ou quoi? il y a sans doute, Waouh! au lieu de mettre de l'aluminium à l'intérieur de la brique comme on fait chez nous, ce sont peut-être des feuilles d'or ou de platine. Bon, les Suisses ont des réserves. Ça fait 35 Donc, euros le malgré tout, litre. ah oui, 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 et surtout que j'en avais acheté deux briques, donc forcément, Ah oui, ça ok. fait oui, oui, ça fait un peu cher. Donc, Bon, et il y a du gruyère dedans alors? alors, il n'y a pas de gruyère. Il faut savoir que quand on parle de gruyère, on parle donc en soit d'un fromage, qui est le fameux fromage à pâte dure cuite que nous connaissons et qui sert à faire entre autres des gratins, mais également la fondue. Et puis vous avez en fait la vallée de Gruyère, qui est une vallée en Suisse, dont les qualités herbagères sont reconnues. Et forcément, il y a du lait et il y a de la crème. Quand on dit qu'il y a du fromage, oui, bien sûr, on fait le fromage avec du lait entier, c'est évident. Mais il n'empêche qu'il y a quand même du lait et qu'il y a quand même de la crème fraîche. Donc la crème fraîche est assez renommée. Alors que nos auditeurs se rassurent tout de suite, je vais tout de suite leur expliquer que s'ils ne parviennent pas à trouver de la véritable crème de gruyère, parce que ça, il faut quand même avoir affaire à un crémier, disons près de chez soi, qui est Ça se spécialisé trouve et qui a pas dans les vraiment envie de. supermarchés, quoi. C'est un En magasin supermarché, à spécialisé. mon avis, on n'en trouve pas. Il faut vraiment aller dans une crèmerie, je dirais artisanale, et qui est prête à acheter des produits qui viennent d'un peu loin. Alors bon, une fromagerie digne de ce nom, elle achète des fromages en Angleterre, des fromages en Italie, des fromages en Suisse, des fromages en Espagne, au Ils Danemark ont ou leur que réseau sais-je. d'approvisionnement Ils parallèle. ont un réseau et forcément, ils peuvent se procurer de la crème de gruyère. Si maintenant vous n'en avez pas,
vous prenez chez votre, je dirais chez votre crémier préféré, ou si vous habitez à la campagne et que vous avez encore la chance d'avoir un fermier, un agriculteur qui a des vaches et qui les traite et qui transforme le lait de la traite lui-même, ben vous lui demandez de la crème fraîche épaisse, hein, et il va vous donner ça dans un pot. Vous commandez 200 grammes ou 300 grammes ou 400 grammes et il va vous donner ça. Hein, donc ne paniquez pas si vous n'avez pas la véritable crème de gruyère, ce n'est pas un souci. Si on n'en trouve pas, faut pas hésiter à changer de crèmerie alors. Faut pas hésiter de toute façon à faire la recette parce que vous allez voir, c'est une tuerie aussi, c'est à se rouler par terre. C'est vraiment un peu ma Madeleine de Proust, mais ça pourrait devenir la vôtre. Alors, si vous allez voir sur Internet la crème de gruyère, la meilleure manière, enfin pas de la meilleure, mais en tout cas la plus simple manière de consommer la crème de gruyère et d'apprécier, c'est de manger avec la crème des meringues qui ne sont pas suisses dans ce cas-ci, qui sont des meringues françaises. Donc, ce sont des meringues qui sont tout simplement faites avec du blanc d'œuf et du sucre qu'on a fait cuire au four pour les dessécher. Hein. Alors, je rappelle, c'est 2 fois le poids de sucre par rapport au volume des blancs. Hein. Donc, pour 250 grammes de blanc ou 2 décilitres et demi de blanc, c'est 500 grammes de sucre. Bon, je pense que vous pouvez aller voir sur Internet la manière de réaliser des meringues. Ce n'est pas très compliqué. Hein. On bat les œufs avec un petit peu de sel, lentement au début. Puis après, on ajoute à la fin et on serre les blancs, comme on dit, on ajoute à la fin le sucre. Alors, on prend soit du sucre glace, soit du sucre S1, donc c'est le sucre fin, éventuellement du sucre S2. Bon, moi, j'ai toujours fait mes meringues avec du sucre S2 sans aucun problème. Vous dressez ça sur une plaque qui va au four, sur un papier sulfurisé. Ne jamais mettre de matière grasse en dessous, attention. Guy, pendant que tu parles là, que je t'écoute à moitié, je suis en train de googler crème de gruyère. En fait, tu devrais dire crème de la gruyère. Parce Ben que oui, la c'est la crème... vallée de la Mais non, gruyère. parce que la crème de gruyère, si tu regardes bien, C'est le fromage c'est fondu. du fromage fondu à étaler sur ses tartines. Et c'est pour ça que Oui, j'étais oui, oui. perdu, parce que c'est ce que ma mère mettait sur mes tartines avant d'aller à l'école, pour aller à l'école quand j'étais petit. Je me reconnais la boîte maintenant de Chalet, crème de gruyère Chalet. Et c'est Oui, non, un c'est la fromage... crème de la vallée de la gruyère. voilà. Hein. Et alors que je vois à côté, il y a des crèmes de la gruyère. Oui. Parce que sinon, c'est crème de gruyère France. Et j'ai dit, mais ils font de la crème de gruyère en France? Mais non, c'est le Bon, il faut fromage que je fondu. recommence Voilà. la meringue alors, moi, là-dessus. Non, non, mais en fait, donc tu as la crème de gruyère, c'est que dont tu parles, c'est la crème de la gruyère et c'est de la crème fraîche. Tu veux mélanger ça avec de la meringue, mais en fait, c'est une pavlova alors. Ah ben, ça a des airs de pavlova, évidemment, mais la pavlova, c'est plus comme les assiettes que j'ai réalisées. En réalité, au départ, à la base, on consomme des meringues, simplement des meringues avec la crème de gruyère, de la gruyère. On met donc à disposition de ceux qui veulent satisfaire ce péché un bol avec de la crème fraîche telle qu'elle est, hein, donc sans la sucrer, rien du tout. Et puis avec les meringues, on prend la crème fraîche sur la meringue et on enfourne le tout en même temps dans la bouche et on déguste avec un plaisir non dissimulé. Je vois ça, il suffit de googler meringue à la double crème de gruyère. Dans les photos, vous trouverez des magnifiques Oui, exemples dans de la crème qui est servie dans une espèce de petit tonneau sur une assiette. C'est voilà. wow. Alors, je rappelle quand même, parce que je pense que nos auditeurs ont été un petit peu perdus avec l'histoire des meringues. Donc, Oui, 2 fois le poids de sucre par rapport au blanc. On bat les blancs lentement au départ pour les casser, hein, c'est-à-dire pour ne pas les déstructurer trop. Ensuite, on met une petite pincée de sel. On ajoute une partie du sucre si on le souhaite. Ce n'est pas une obligation, mais souvent ça se fait. On bat la meringue jusqu'à ce qu'elle soit, disons, les blancs, jusqu'à ce qu'ils soient bien, bien, bien battus. Pour éviter que les blancs ne grainent, je rappelle un truc que je donne à chaque fois, c'est la petite pincée de crème de tartre qui empêche les blancs de grainer. Mais quand je dis une petite pincée, c'est disons une pointe de cuillère à café. Hein, c'est pour 250 grammes de blanc, c'est l'équivalent d'un petit tiers non bombé de cuillère à café, mais vraiment la pointe, le tiers de la cuillère en crème de tarte. Alors on ajoute ensuite le restant du sucre, on bat à fond, et puis avec une poche à douille, ou éventuellement si on n'en a pas, avec une cuillère, et on dépose la meringue sur un papier sulfurisé qui a lui-même comme support une plaque qui peut aller dans un four, et on fait sécher ça, bah, je dirais à 50 degrés si on veut que les meringues restent les plus blanches possibles, pendant une après-midi ou bien la veille pour le lendemain. pendant toute la nuit, quoi. Tous les fours électriques, oui, voilà, sont munis maintenant d'une position à 50 degrés. Alors les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Hein, il y a souvent donc dans les cuisines des étuves ou des passe-plats dans lesquels on met les assiettes. Et il suffit tout simplement, quand on a ce genre d'appareil, de placer les plaques le soir
dans l'étuve, la régler sur 50 degrés, et le lendemain matin, les meringues sont faites, elles sont séchées et elles sont impeccables. Maintenant, celles que j'ai utilisées pour le décor que vous allez voir, ce sont des meringues que j'ai volontairement achetées en supermarché pour me rendre compte de la disponibilité. Et c'est vrai que dans quasiment tous les supermarchés, si vous demandez à quelqu'un des rayons biscuits et compagnie, tiens, vous avez des petites meringuettes dans le rayon, on va vous dire que oui, ce sont des meringues blanches, qui simplement Ça se trouve dressées au rayon comme une petite pâtisserie. étoile. Et alors, vous avez également des meringues aromatisées. J'en avais vu, mais je n'en ai pas acheté volontairement. Maintenant, on fait des petites meringues à la fraise, à la framboise, à la pomme, etc. Elles sont légèrement colorées. Mais ici, j'ai voulu respecter la tradition. J'ai donc pris des meringues blanches. Donc, la première manière de déguster cette délicieuse crème, c'est évidemment de la manger avec des meringues toutes seules. Et puis, une autre manière un petit peu déjà plus gastronomique, c'est de réaliser un coulis de fruits rouges ou un coulis de fruits noirs, voire pourquoi pas un coulis de fruits exotiques. Hein. Donc, je rappelle comment on réalise un coulis. On prend les fruits, on les nettoie, on les épluche, on les mixe avec un peu de sucre et un peu de jus de citron et un filet d'eau, de manière à avoir une consistance sirupeuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend une assiette, on fait un lit de crème. Alors, je dois quand même vous préciser quelque chose. La crème de gruyère, c'est une crème double. Hein. Alors, la manger avec des meringues est une chose, la couler sur une assiette en est une autre. Vous ne sauriez jamais couler une crème double sur une assiette. Vous allez avoir une espèce un peu comme du beurre. Donc, j'ai été obligé de la diluer en prenant de la crème fraîche tout à fait standard, fleurette à 30% de matière grasse, hein, et j'ai mis à peu près la même quantité de crème de gruyère, de la gruyère, et la même quantité de crème fraîche que j'ai mélangé délicatement au fouet de manière à ne pas la surbattre, et qu'elle soit, disons, qu'elle soit coulante, qu'elle soit suffisamment diluée que pour pouvoir la travailler, prendre une cuillère et faire des dessins. Alors, si vous utilisez comme ça votre crème fraîche plus un coulis de fruits au choix, hein, on peut prendre un coulis de fraises, un coulis de mangue, un coulis de cassis, un coulis de groseille, de tout ce que vous voulez. Vous essayez de faire un joli décor, vous mettez quelques meringues comme ça en décoration, éventuellement un petit peu d'amandes effilées grillées, hein, et puis un petit peu de sucre glace pour décorer. Alors, petite remarque également, les amandes effilées grillées, ça porte vraiment mal son nom. Si vous mettez des amandes sous le grill comme ça et que vous ne surveillez pas parce que vous ne l'avez jamais fait, il y a 9 chances sur 10 pour que vos amandes brûlent. Normalement, on devrait dire des amandes torréfiées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par torréfiées? Vous étalez vos amandes sur une plaque qui va au four, vous allumez votre four entre 160 et 180 degrés, pas plus, vous glissez vos amandes, après 3-4 minutes, vous les reprenez, vous les retournez de manière à ce que les amandes qui sont blanches d'un côté, si c'est le cas que votre four éventuellement hein, disons, un problème, n'est pas un four ventilé par exemple, vous les retournez un petit peu, vos amandes doivent rester blondes à blond doré, pas plus. Ne faites surtout jamais vos amandes à la poêle. Faire ces amandes à la poêle, c'est la meilleure manière de les brûler. Hein. Quand on voit un gâteau qui a des amandes brûlées, c'est qu'elles ont été faites à la poêle ou à la salamandre, donc c'est-à-dire sous un grill extrêmement chaud. Et les amandes brûlées, elles sont amères. Donc ne faites jamais ça. Faites ça dans un four doux. Alors les amandes, ça se garde. Donc quand vous avez par exemple utilisé votre four et que vous avez envie d'avoir une petite boîte d'amandes sous la main, c'est toujours pratique hein, quand on doit décorer un gâteau, une glace, etc. Ben, vous mettez une plaque avec des amandes, hein, vous profitez de la chaleur, faut pas allumer le four exprès pour ça, hein. Vous profitez que vous avez une chaleur résiduelle, vous mettez vos amandes, vous mettez votre four à 160 pour qu'il garde une température, hein, et ça vous prend 4-5 minutes, vous les retournez et vous avez des amandes. Une fois qu'elles sont froides, vous les gardez dans une boîte bien étanche et vous les avez à disposition. Alors tout ça, bon, ça nous éloigne un petit peu de notre recette. Donc l'autre variante assez simple, c'est crème fraîche plus un coulis, plus les meringues, plus un peu de sucre, un peu d'amande. Et puis après, vous avez une autre variante. Là, ça devient un peu plus complexe et c'est là que vous allez avoir une photo pour illustrer. Je l'ai réalisé donc tout à l'heure. C'est une version aux fruits rouges. Alors en été, il n'y a pas de complications. On a quasiment tous les fruits rouges qu'on veut. Vous avez évidemment les fraises, vous avez les fraises des bois, vous avez les framboises, vous avez les groseilles rouges, vous avez les cerises sous plusieurs formes. Donc vous avez de quoi faire. Alors, comment est-ce que j'ai réalisé la décoration? J'ai alterné donc du coulis de fraises et de la crème fraîche. J'ai fait un décor. C'est pas compliqué. Là, vous laissez aller votre imagination. Hein. Vous mettez des stries dans un sens, vous mettez des stries dans un autre sens. Avec une pointe de couteau, hein, vous tracez quelques lignes de manière à ce que les stries rouges et les stries blanches s'entremêlent. Vous déposez vos fruits. Alors, Il n'y a qu'à faire comme dans Top Chef, hein. oui, voilà. Vous déposez vos fruits.
Bien sûr, vous les avez vérifiés avant, toujours vérifier les fruits, parce que j'ai remarqué ici aujourd'hui que dans une framboise, il y avait des fourmis. Donc, on vérifie quand même un petit peu ce qu'on a dans son Bête. panier. Ça prouve Vous qu'elles sont déposez bio. les fruits. Oui, c'est bio, mais enfin bon, quand les fourmis après se baladent sur l'assiette, c'est moins gai. Donc j'ai pas eu ce problème-là, mais il faut quand même vérifier. Donc vous déposez quelques framboises, vous déposez un petit peu de groseille rouge, vous déposez quelques petits morceaux de fraises, et puis après vous garnissez avec quelques petites meringuettes comme ça, 4-5. Et après, bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous mettez un petit peu d'amande, vous mettez un petit peu de sucre glace, donc du sucre impalpable en Belgique, sucre glace en France, hein, et c'est prêt à être servi. Alors si vous regardez bien, il ne vous faut pas énormément de fruits par rapport à ce que l'on mettrait dans une salade de fruits. Ça reste très raisonnable. Vous mettez 4-5 framboises, 4-5 morceaux de fraises, l'équivalent d'un beau grappillon de groseille que vous avez grappé, 5-6 cerises. On va dire que ça ne vous coûte quand même pas cher. L'idéal, c'est de servir ça sur une assiette la plus grande possible, de manière à avoir, je dirais, quelque chose où le décor n'est pas trop surchargé. Ici, je n'ai pas toujours pu le faire. Pourquoi? Parce que j'ai mis ça sur 3 assiettes différentes pour les autres recettes, hein, et vous verrez que on fait avec ce qu'on a. L'idéal, c'est d'avoir une grande assiette de type assiette 30, 31, 32 centimètres de diamètre utile, hein, et Mais ça, c'est tout quand le même monde n'a fort pas ça. étalé, donc ça veut dire que tu vas beaucoup gratter avec ta cuillère. Ben oui, justement, mais c'est le plaisir, hein, c'est de pouvoir, disons, étaler. Si c'était une salade de fruits sur laquelle on met simplement de la crème fraîche et du coulis, bon, ben ça permettrait moins disons, de faire jouer son imagination. Alors donc, il y a les fruits rouges, et puis après, il y a les fruits noirs. Alors, vous pouvez évidemment mêler fruits rouges et fruits noirs. Ici, j'ai voulu dissocier les deux. Donc, j'ai fait une assiette avec de la crème fraîche. J'ai utilisé après une crème ou un sirop de cassis pour faire des bandes dans l'autre sens, hein. Vous verrez qu'il y a une espèce de sirop un petit peu rougeâtre. Et puis après, j'ai disposé quelques mûres et quelques myrtilles de manière à avoir, je dirais, deux fruits, disons un bleu. Si on prend le cas des myrtilles, elles sont plutôt bleues, et l'autre qui est plus noir, qui sont les mûres. De nouveau, quelques meringues, un petit peu de sucre glace pour décorer. Alors, je me dois d'être honnête avec nos auditeurs dans ce cas-ci, c'est que les professionnels utilisent un sucre glace spécial. Si vous T'en prenez as le déjà sucre parlé, oui. glace, oui, j'en ai déjà parlé, mais tout le monde n'a pas écouté l'épisode où j'en parle. Rafty Snow. Donc, voilà, du Ouais, Raftisnov, j'ai bien qu'on écouté les trouve sous derniers. une autre marque en France. C'est un sucre spécial qui ne fond pas à l'humidité. Donc, ça permet de garder, disons, l'effet décor plus longtemps que si c'était du sucre glace ordinaire. Maintenant, si vous n'avez que du sucre glace ordinaire, un petit truc, vous saupoudrez avec une passoire à thé ou à infusion au-dessus des fruits, et là, ça va rester. Ça va un petit peu fondre là où il y a la crème fraîche, mais sur les fruits, ça va rester, hein, puisque, bien entendu, vos fruits ne sont pas mouillés. Et puis après, j'ai encore voulu aller un petit peu plus loin je dirais dans la complexité. J'ai utilisé des fruits roses et ça m'a donné l'idée de faire quelque chose qui avait un petit goût de rose. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous mettez quelques gouttes d'essence de rose dans votre crème fraîche. Donc attention, quand on utilise des extraits et surtout la rose, ne pas en mettre trop. Ça doit rester quelque chose de diffus. Ça doit rester Sinon, vraiment ça un goûte le parfum savon. où on sent la rose, sinon exactement. Non seulement ça goûte le savon, mais l'essence de rose, elle est amère. Donc vous avez tout perdu. Vous avez de l'amertume et vous avez en même temps un goût de savonnette. Donc ça doit être très discret. Donc, Donc si ça, t'en quand mets vous trop, tu vas mettez, voir tes ados qui vont faire oh, que ça goûte le savon, ta mère. mais oui. Alors on n'est même pas obligé d'en mettre. Ici, moi je n'en ai pas mis, mais je vous donne un petit conseil. Vous pourriez en mettre, hein. Après, vous allez faire un coulis de fraises, hein, parce que le coulis de fraises, contrairement à ce qu'on croit, il est rose foncé, il n'est pas rouge. Si on veut un coulis de fruits de fraises qui soit rouge, mais vraiment rouge pétant, on est obligé de mettre un petit peu de colorant rouge carmin. Donc ici, je ne l'ai pas fait. Vous faites d'abord votre décor crème fraîche et puis coulis de fraises. Si maintenant vous voulez mettre votre coulis de fraises après, ça marche encore également. Et puis vous mettez quoi comme fruits roses? Eh bien bon, j'ai mis des groseilles roses, hein, j'ai mis des groseilles rouges, j'ai mis des framboises, j'ai mis un peu de fraises. Vous pourriez mettre des fraises des bois, hein. Ici, je n'en avais pas sous la main. Et puis, j'ai ajouté pour décorer, pour rappeler le côté rose, j'ai ajouté des pétales de fleurs, des pétales de rose, justement. Hein, donc, j'ai mis de la rose claire, j'ai mis deux sortes de rose rouge, j'ai mis de la rose un peu fuchsia, hein, pour que ce soit dans les tons. Et puis, j'ai mis deux petites T'as été les choses. chercher où, les roses? Les roses, j'ai été les chercher dans mon jardin. Donc, pas des roses du commerce qui sont pleines de Ce pesticides. ne sont pas des roses du commerce. Alors ça, c'est un petit truc que je peux donner à tous nos auditeurs également. Si vous voulez avoir quelque chose toujours sous la main pour décorer, et attention, même si vous habitez en appartement, si vous disposez d'un balcon, c'est possible, hein. Vous allez chez un pépiniériste ou bien vous commandez sur Internet 4 rosiers. Vous en commandez un jaune, vous en commandez un rose,
un rouge et un fuchsia. Mais par contre, vous insistez pour que ce soit des variétés odoriférantes ou odorantes. Pourquoi? Parce que maintenant, on fait de superbes rosiers, des superbes roses, très grosses, très belles, mais elles ne sentent plus. Parce que les gens n'aiment plus avoir des fleurs qui sentent, parce que bon, attention, si je mets un bouquet dans ma maison, l'odeur est entêtante, et puis ceci et puis cela. Or ici, c'est le contraire. Moi, j'ai justement demandé des variétés anciennes qui étaient parfumées, puisque c'était pour m'en servir dans un but alimentaire, et elles sentaient effectivement Donc très bon. toutes les fleurs de rose se mangent si elles sont pas traitées. Ah, si elles ne sont pas traitées, elles se mangent, évidemment. Si vous traitez vos rosiers avec des produits pour les pucerons, pour les mauvaises herbes, etc., forcément, ce n'est plus consommable. Oui. Maintenant, je vous donnerai un jour le truc pour faire des feuilles de rose en chocolat. Même chose, si vous avez traité vos rosiers avec des produits, je dirais, chimiques, vous ne pouvez pas vous en servir, hein, ça Bien c'est sûr, évident. bien sûr. Ou alors s'il faut pas que votre rosier soit au bord de la route. Oui, maintenant, attendez-vous, si vous ne mettez pas de produit, à devoir arracher des liserons, parce que le liseron, il adore la rose. Hein. Oui. Cette mauvaise herbe, elle va vous mettre le bazar dans votre parterre, elle va aller s'accrocher à Mais ça toutes s'arrache les branches du facilement. rosier. Ça s'arrache facilement, mais enfin, c'est désagréable. Hein. Et je vous dirais que j'ai forcément du liseron autour de mes rosiers, puisqu'ils ne sont pas traités. Alors, pour décorer, j'ai mis deux choses. Alors, si je vous dis que j'ai mis du lard, Marc, est-ce que ça va vous parler? Ça a l'air d'être du lard de confiserie. Exactement, c'est du lard de confiserie. Alors, du lard de confiserie, c'est vraiment le petit truc qu'on trouve en Belgique dans quasiment toutes les confiseries. En fait, c'est tout simplement du marshmallow. Hein. Donc, Voilà. Ah oui. c'est du marshmallow au blanc d'œuf, hein, qui est blanc d'un côté, qui est rose de l'autre. Et alors, j'ai acheté donc du lard de confiserie. Je l'ai coupé en petits morceaux de manière à avoir des Tu espèces pourras nous donner un jour la recette parce que je de sais un petites jour que tu frites. m'en as fait. Oui, je pourrais donner la recette, hein, pour expliquer un petit peu. On fait une meringue suisse tout simplement. Une meringue italienne, pardon, avec du sirop de sucre brûlant. Et puis, on a mis de la gélatine dans le sirop, hein, avec bien sûr des quantités bien précises. Et puis, on étale cette meringue quand elle est encore chaude. On l'étale dans un bac qu'on a saupoudré de fécule de pommes de terre ou de maïzena, donc de fécule de maïs. Et puis, on met un film plastique, hein, et on laisse prendre jusqu'au lendemain. Et puis après, il n'y a plus qu'à découper. Alors, si on veut un lard rose, ben, on colore avec un petit peu de colorant une partie de son mélange. On ajoute un petit peu d'extrait éventuellement de framboise et on a un lard qui est rose. À ce moment-là, ben, si on a une couche blanche et une couche rose, on a forcément un lard terminé. Donc, ici, je l'ai acheté, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Et alors, j'ai également mis, si vous regardez bien la photo, j'ai également mis un tout petit loukoum à la rose coupé en deux. Alors, le loukoum à la rose, il a le gros avantage quand il est tout petit, c'est d'être mat à l'extérieur et d'être brillant à l'intérieur. Donc, ça peut donner un effet décoratif assez intéressant. Donc, vous avez ici, je dirais, trois recettes réalisées sur assiette. Ça va très vite. N'ayez pas peur si vous avez 10 personnes, vous étalez vos 10 assiettes, hein, et puis vous demandez un coup de main à quelqu'un de votre tablé pour vous aider. Mais ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de cuisson à faire. Simplement une petite mise en place, avoir sa crème fraîche qui est prête, qui est diluée avec à la bonne consistance, avoir ces fruits qui sont nettoyés, que vous gardez éventuellement au frigo ou à température ambiante avec un papier film pour que les insectes n'aillent pas dessus, hein, et avoir votre matériel de décor qui est tout prêt, et vous n'avez plus qu'à dresser vos assiettes, ça va très très vite, et par contre le résultat est bluffant. Voilà. Guy, la dernière recette là donc à la rose, tu as pas mis de meringue, c'est parce que tu as mis des lards que tu n'as pas mis de Voilà, meringue? exactement. Je n'ai Ah, pas mis de meringue parce que je me suis dit que ce serait suffisamment sucré avec le lard et avec le loup. les Ça, c'est la loukoums. raison pour Ok. laquelle je n'ai pas mis de meringue. Ah oui, en effet. Donc, Je suis un petit peu sorti je dirais, du canevas. Vous savez, quand on prend une recette de base, et qu'après on en fait des variantes, on n'est plus obligé de respecter tous les points de la recette. On peut un petit peu dévier. Si j'avais mis encore de la meringue, j'aurais un résultat total qui aurait été un peu trop sucré. Donc, en mettant le lard et en mettant le loukoum, ben, c'est eux qui vont amener la sucrosité au dessert. oui. Il y a un jeu parfois dans les. Je vois dans le journal, tu as les sudoku, tu as les mots croisés, puis tu as en dessous, tu as toujours un jeu où tu pars d'un mot et puis tu dois changer une lettre à chaque ligne et puis à la fin tu arrives Oui, avec c'est un autre ça. mot. Ben, Guy il fait la même chose avec les recettes. Hein, il part d'une recette traditionnelle suisse et je suis sûr que si on laisse aller tourner toute la nuit et qu'on l'alimente avec Ah, mais suffisamment je pourrais en de donner boissons, 25 autres. Hein. il finit sur un veau maringot ou bien sur Oui, non, peut-être le pas, mais lièvre à enfin, la royale. Hein. En changeant chaque fois un petit truc par-ci par-là et il puis est clair que j'aurais pu faire une variante. Oui, évidemment, si on voit ça comme ça. J'aurais pu faire une variante avec des fruits exotiques, avec des fruits verts. Il n'y a pas de et problème. puis on rajoute du Tout ça, rhum et tout puis on ça, rajoute de ci, du tout ça est perlimpinpin. possible. Et puis
on rajoute, on retire, enfin, il y a pas de problème. Donc, excuse-moi, rappelle-moi, parce que je t'écoutais pas au début. La crème, tu la fouettes ou bien tu la mets juste comme ça? Ah non, 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 non. Au contraire, je l'ai diluée, hein, donc je l'ai mélangée. Comme elle est très épaisse, en fait, sa consistance est un petit peu bizarre parce que je n'en est-ce qu'il avais faut jamais acheté. l'assaisonner? Non, non, je ne l'ai pas assaisonnée. Donc nature. Elle est tout à fait nature, mais pour qu'elle soit à consistance nappante, pour pouvoir la mettre sur assiette et l'utiliser en décor, je l'ai diluée avec une crème fraîche traditionnelle à 30%. Hein, et alors, je l'ai fait au fouet, mais sans battre, de manière à ce que, si je peux dire, la crème de la gruyère se dissolve parfaitement dans Ok. l'autre, hein, donc pour avoir un résultat nappant. Alors, on pourrait éventuellement la sucrer très, 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 très légèrement, mais ici, je ne l'ai volontairement pas fait parce que j'ai voulu que la sucrosité vienne à la fois des meringues ou des bonbons dans le cas de la troisième recette et du sucre glace que je mets au-dessus. Maintenant, pour être honnête, parce que j'ai goûté les trois assiettes évidemment, j'ai commencé par l'assiette aux fruits noirs. Là, je trouvais l'équilibre parfait. Dans le cas de l'assiette avec les fruits rouges, comme j'avais mis des cerises dont certaines étaient peu sucrées, je trouve qu'il faut mettre un petit peu plus de sucre. Alors ça dépend. Si vous mettez des fruits qui sont bien mûrs et qui sont sucrés, il n'y a aucun problème. Le peu de sucre glace que vous allez mettre au-dessus sera suffisant. Si maintenant vous avez des fruits qui sont un tout petit peu justes au niveau sucrosité, vous pouvez très bien mettre un rien de sucre ou un édulcorant éventuellement dans votre crème, de manière à équilibrer la chose. Mais ça, c'est un petit peu à tester. Hein. Vous goûtez une cerise, elle n'est pas très sucrée, vous mettez tout simplement un petit peu de sucre dans la crème. Si vos cerises sont parfaitement sucrées, là, il n'y a plus aucun problème. Vous pouvez utiliser la crème nature. Ok. Bon, il n'y a rien d'original. Moi, j'habite en Angleterre. Wimbledon s'est terminé il y a 2 jours. Et un grand classique du tournoi, si on va assister à Wimbledon, c'est le ravier de L'Eton fraises. Mess. Non, c'est le ravier de fraises avec la double crème. Parce que Ah oui. les Anglais, en fait, aiment bien napper leur dessert, souvent des salades de fruits, ou bien ça peut être aussi des cakes, ou ça peut être du gâteau, avec de la double crème nature, comme ça. Moi, ça m'avait étonné dès le début, parce que chez nous, on va plutôt mettre de la crème anglaise, tu vois. Et moi, je me dis, ah, de la crème anglaise, oui, c'est de la crème qui est anglaise, mais il n'y a rien à voir avec la crème anglaise. Elle est anglaise d'Angleterre, en Voilà, fait. d'Angleterre, voilà. Mais alors, ils te mettent comme ça de la double cream. Comme ça, ils te nappent un peu surtout. Donc, quand tu as un buffet de dessert, tu as toujours un pot comme ça avec de la double crème, la crème double. Et je me dis, mais, donc, là, si tu as utilisé de la crème de la gruyère, mais si on n'a pas de crème de la gruyère, On prend une crème double, tout simplement, crème qu'on trouve double, dans le commerce. voilà, tout simplement. Maintenant, il y a encore un autre truc. Hein. Vous prenez une crème traditionnelle à 40% ou à 35%, mais 40 c'est mieux. Vous la battez très légèrement. Hein. Vous la battez un tout petit peu de manière à ce qu'elle devienne nappante. Si vous voulez l'utiliser sans la battre, elle va être trop liquide et vous n'aurez pas une belle assiette. Donc, vous donnez quelques coups de fouet, que ce soit à la main ou que ce soit au batteur. Vous donnez quelques coups de fouet pour qu'elle devienne battante et qu'elle ait ce qu'on appelle une consistance de crème anglaise. La crème anglaise, qui est donc cette crème faite avec des jaunes d'œufs, du lait, du sucre, eh bien, elle a subi une cuisson qui fait qu'elle est nappante. Eh bien, vous devez avoir votre crème fraîche qui soit nappante également. Donc, si vous prenez de la crème fleurette ordinaire, elle n'est pas suffisamment épaisse, vous devez l'épaissir un petit peu. Alors, soit on ajoute, ça peut être fait avec de la crème double, soit avec du mascarpone. Hein, on peut très bien épaissir une crème fleurette au mascarpone, soit vous donnez quelques coups de fouet dedans, histoire de l'épaissir un petit peu. Ok. Donc, je reviens avec la question que j'avais au début quand tu parlais des meringues. Tu parles que les meringues, il faut les passer au four pour les dessécher, c'est ça? Oui. Et si je mettais mes meringues dans un appareil sous vide? Dans un appareil sous vide. Oui, parce que parce que maintenant on lyophilise par le vide. Quand tu fais Oui, le oui. vide, en fait, ça fait évaporer l'eau. C'est d'ailleurs comme ça, si mes souvenirs sont bons, qu'on réalise les meringues qui sont aromatisées. J'avais demandé explication à un professionnel de l'agroalimentaire. Je pense qu'on réalise certaines meringues comme ça. Attention maintenant, quand on met une meringue sous vide, on la fait éclater, on la fait exploser. Hein. Donc en fait, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que c'était pas vraiment sous vide, c'était dans un dessiccateur. Hmm. Donc les dessiccateurs qui servent à faire sécher les Les champignons, pommes. les oignons, les pommes, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, ils mettent à ce moment-là des feuilles de papier donc, sur les plateaux et ils dressent leurs meringues dessus. Et alors, ils les font sécher comme ça au dessiccateur, plus au four. Hein. Donc, au dessiccateur pendant Le temps qu'il une faut, quoi. nuit ou quelque chose comme ça. Maintenant, un dessiccateur, quand on regarde bien, c'est exactement le même qu'un four à 50 degrés. Hein. À 50 degrés, vous n'avez pas de cuisson, vous ne faites qu'une chose, c'est dessécher. Si vous voulez que vos meringues cuisent plus rapidement,
vous augmentez la température du four, à ce moment-là, vous devrez les laisser moins longtemps. Le désavantage, c'est que vos meringues vont commencer à colorer. Alors, si vous mettez Bronzé. le four à 70 degrés ou à 80 degrés, les meringues vont être plutôt blondes. Et si vous mettez le four, par exemple, à 100, 120, 125 degrés, vos meringues, à ce moment-là, vont devenir, je dirais, un peu ocre. C'est moins beau. On aime bien, généralement, ce sont des meringues très blanches. Hein, elles sont plus appétissantes. Oui. Bon, un jour, ma femme a voulu faire des meringues et j'ai pris la recette dans un livre de recettes et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à détester les livres de recettes parce qu'il disait qu'il fallait passer, je crois, c'est 2 heures au four à 100 Oui, il y a degrés. moyen de les cuire, il y a moyen de les cuire en 2 heures, mais alors on a des meringues, soit qui sont colorées à l'extérieur et qui parfois restent crues à l'intérieur et qui font une espèce de caramel de sirop comme ça, et C'est alors elles ça. deviennent caoutchouteuses. Elles deviennent à la fois dures et Et caoutchouteuses. l'intérieur est collant comme ça, comme du caramel. L'intérieur est collant, voilà, c'est Et ça. c'est très désagréable parce que c'est pas mort dedans, tu vois. Tu as toujours un morceau qui reste collé et c'est très Et ça désagréable. colle dans les dents, et ça colle Voilà. dans les dents. C'est pas la meringue que tu trouves chez ton boulanger ou chez ton supermarché. Ça, c'est parce que ce sont des meringues qui ont été cuites à température trop élevée. Trop élevée, enfin, on a sans doute respecté la recette, mais quand on cuit à température trop élevée, c'est le résultat qu'on a. Oui, mais moi, le résultat que j'ai eu sur ma plaque en sortant du four, c'était pas ce que j'avais sur la photo dans le livre. Et du coup, j'ai eu envie de brûler le livre. Et ça m'arrive trop souvent comme ça. Tu prends des livres et ils te... Je vais te raconter une anecdote, mais ça reste tout à fait entre nous. Hein. Oui, Je suis allé il y a quelques jours dans un magasin spécialisé en produits de pâtisserie et produits de décoration pour les pâtissiers. Enfin, on trouve vraiment de tout. Il est ouvert aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Hein. Et alors, ils ont un superbe rayon de livres, un superbe rayon de livres de pâtisserie, vraiment un très très beau rayon. Et alors, je prends un livre de pâtisserie de référence qui est un livre qui est utilisé comme livre de cours pour les écoles en France, pour les écoles de pâtisserie. Hein, et j'ouvre presque par hasard, je dirais, à une page donnée, tout de suite je tombe sur une erreur. Alors qu'est-ce que c'était comme erreur? C'était une recette de soufflé glacé. Hein. Alors un soufflé glacé, j'en parlerai à l'occasion, un soufflé glacé, c'est tu en as déjà réalisé, fait un. Il y a déjà une recette de souffle glacé. Isfahan. c'est possible. Ah Oui, 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 oui. oui, oui. Mais c'était un soufflé glacé, donc, avec des œufs entiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un sirop qu'on ajoute sur les jaunes d'œufs. On fait une meringue italienne, donc de nouveau un sirop sur les blancs. On bat de la crème fraîche, on mélange tout ça ensemble, on aromatise. Eh bien, l'erreur était la suivante, c'est que tout de suite, je l'ai repéré, mais je dirais simplement en jetant un coup d'œil circulaire, ils ont mentionné 2 fois des blancs d'œufs et jamais les jaunes. Donc, ils se sont trompés. Hein, puisqu'ils ont dit, voilà, vous faites un sirop à telle concentration, normalement on devait le mettre sur les jaunes, un autre à telle température sur les blancs, et dans les 2 cas, c'était des blancs qui étaient renseignés. Alors que dans les ingrédients, ils parlaient d'œufs entiers. Mais la personne qui va lire la recette, si elle n'a pas Si elle sait pas. le recul, si elle sait pas, si elle n'a pas le recul du métier, d'abord elle va pas trop comprendre, hein, et elle n'osera pas, elle va dire je vais suivre la recette. Alors elle va faire une première recette avec les blancs et une deuxième avec les blancs et elle va les mélanger. Le seul problème, Ça se retrouve avec c'est 2 que fois des si jaunes. ça va pas aller, ça va pas aller. Pourquoi? Parce que la quantité de sucre et la technique qu'on emploie quand ce sont des jaunes n'est pas la même que quand ce sont des blancs. Donc elle allait avoir une espèce d'omelette de blanc d'œuf raté avec la première partie et sa recette est ratée d'office. Hein. Et donc je ne comprends pas comment un livre qui était destiné à l'enseignement pour des élèves qui apprennent le métier de pâtissier glacier n'a pas été relu, je dirais, par quelqu'un ou n'a pas été relu tout simplement. Comment est-ce qu'une coquille pareille a pu Tu rester? Ça, j'ai du comprends? mal à Non, comprendre. mais c'est parce que moi je suis adepte de la théorie complotiste que l'enseignement se dépérit et qu'on fait exprès pour troubler les élèves. Et comme ça. Je ne pense pas que ce soit une C'est volonté un complot, moi délibérée, je mais en dis. tout cas, c'est une fameuse erreur. Alors, si on fait des erreurs pareilles dans des livres destinés à l'enseignement, je ne dis pas quelles erreurs on peut faire dans des livres destinés au grand public. Hein. Et surtout, c'est que dans le cas du livre destiné à l'enseignement, le professeur va leur dire, écoutez, à cet endroit-là, il y a une erreur, vous rectifiez, vous barrez que ce sont des blancs et vous retenez que ce sont des jaunes. Mais dans le grand public, vous achetez un livre de pâtisserie qui est fait parfois par de grands chefs, hein, par Même des de pâtissiers grandes qui passent à la sommités. télé, moi, Ah, ça arrive il y a aussi. des erreurs dedans. Il suffit d'aller sur Amazon, on voit sur les critiques négatives. Généralement, les critiques négatives qu'il y a sur les livres de cuisine, ce sont des gens qui ont trouvé des erreurs. Et c'est un florilège. Les erreurs de proportion, c'est le plus souvent. Ils te Ah donnent des oui, mauvaises proportions. je suis déjà tombé sur des erreurs, par exemple, de virgule. Hein. Donc à ce moment-là,
on emploie soit une unité pour une autre, soit la virgule est mal placée, et vous avez un des produits qui est 10 fois plus important dans la recette que ce qu'il ne devrait être normalement. Hein, parce que simplement, il y a une erreur d'une virgule ou alors on a parlé de décilitres plutôt que de centilitres ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça. Il est évident que la recette est ratée. Hein. Mais c'est pour Si, ça si que votre oui, c'est pour ça que je dis, si vous n'arrivez pas à réussir une recette comme ça, que vous avez une recette que vous voulez faire dans un livre et vous tombez dessus, vous la faites et ça ne marche pas, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous envoyez un message, vous prenez une photo de la recette, vous la recopiez et Guy, il va la relire, il va déceler directement l'erreur et où il va faire comme il a fait maintenant, il va vous prendre la recette, il va vous l'améliorer, il va vous la magnifier. c'est clair que si j'ai au départ les proportions, c'est plus facile. Parce Oui. que me dire j'ai raté une recette, je ne sais pas pourquoi, voilà ce que j'ai utilisé, bon, voilà comment j'ai fait. Je me rappellerai toujours de cette histoire d'un élève qui ratait à plusieurs reprises sa pâte à choux. Et puis, bon, c'est un élève qui était en terminale, donc il n'aurait pas dû rater. Et je dis, mais enfin, maintenant tu vas la refaire devant moi, je vais te regarder. Hein. Et puis je vois que bon, normalement on prépare toujours ses ingrédients et on les quantifie, surtout en pâtisserie. Alors là, je vois qu'il est en train de faire une pâte à choux sans rien peser. Mais je dis, mais tu ne pèses pas? Ah, mais non, je fais à l'œil. Je dis, mais enfin, c'est la meilleure manière de rater sa recette, c'est de faire à l'œil. Bon, voilà. Et alors une autre. Autant en cuisine, tu peux faire à l'œil, autant en pâtisserie, il Oui. faut respecter Autant en pâtisserie, c'est quasiment impossible, Ouais. sauf les choses où on a vraiment l'habitude, mais bon, c'est quasiment impossible. Alors, une autre fois, c'était une demoiselle, de nouveau en classe terminale, on faisait des galettes parce que c'est vraiment une institution en Belgique pour les fêtes de fin d'année. Et comme c'est un rayon, enfin une 7e année en option traiteur et qui faisait un bon voyage à la fin, donc ils vendaient des produits. Hein, et je décide qu'on va partir de la recette de base, mais qu'on va remplacer le sucre par de la cassonade brune et qu'on va mettre un peu d'épices à spéculoos pour donner un goût différent aux galettes. Et puis bon, elle cuit une première édition de galettes, et puis les galettes refroidissent parce que bon, ça se mange froid. Hein. Alors au moment de vouloir les manger, bon, c'était vraiment dur, comme pas possible. Alors je dis, mais bon, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben écoutez, j'ai respecté la recette, patati patata. Et puis je dis, écoute, de nouveau, tu vas la refaire devant moi, tu pèses tout. Et je me rends compte qu'en fait, elle se trompait et qu'elle mettait 2 fois plus de sucre que la recette ne prévoyait. Ah. Donc finalement, le sucre, une fois qu'il est cuit, c'est du caramel, mais c'est du caramel qui est dur quand il est refroidi. Alors conclusion, il était impossible de manger les galettes, on devait les couper en petits morceaux et quasiment comme un bonbon les laisser fondre Ou le tremper dans le café. sur la langue. Oui, mais même trempé dans le café, ça ne fondait pas parce que c'était mélangé avec de la farine et avec des œufs, donc ça formait une espèce de masse qui ne se dissolvait pas. Hein. C'est pas comme un cube de sucre qu'on trempe dans son café. Donc il fallait les couper en petits morceaux et les manger un peu comme des bonbons. C'était pas mauvais en tant que tel, mais c'était pas ce qui était attendu. Donc il est clair qu'en pâtisserie, il faut vraiment, vraiment, vraiment peser. Alors bonne nouvelle pour les recettes que vous avez ici aujourd'hui, il y a rien à peser par contre. Hein. Donc là vous pouvez y aller du moment que vos produits sont là. Vous savez répartir. Vous avez votre ravier de framboise, votre ravier de mûre, votre ravier de myrtille, vos fraises. Pour autant que vous ne lésiez personne, vous répartissez sur vos 5, 6, 7, 8, 9, 10 assiettes et il n'y a aucun problème. Pour une fois, c'est une recette de pâtisserie où il ne faut vraiment rien peser. Alors, si Guy, je vois une petite alternative ici en farfouillant sur le net. Toi qui aimes donc la crème la crème de gruyère et la meringue, je vois que le glacier Movenpick en fait fait une crème glacée à la double crème de la gruyère et meringue. Un parfum qui a l'air intéressant, mais c'est uniquement vendu aux professionnels. Donc j'imagine que tu dois trouver ça dans des glaciers en Suisse Oui, peut-être. maintenant, donc les assiettes que vous avez là, rien ne vous empêche de prendre une quenelle d'une belle glace vanille, par exemple, Et si tu faisais de qui la est crème glacée onctueuse en avec ta point. crème? Bah, faire une crème glacée avec la crème de la gruyère ne change pas grand-chose. On ne va pas retrouver à ce moment-là sa spécificité. Je dirais que le goût spécifique de la crème va être un petit peu dilué par de la vanille, par les jaunes d'œufs. Mais bon, rien ne vous empêche de faire de la crème glacée avec cette crème-là. Hein. Elle sera évidemment certainement très bonne, mais ici, quand on la goûte, je dirais nature, avec la meringue seule sortie de votre conditionnement, là, vous avez évidemment l'association de deux produits. Il faut se rendre compte que quand on complexifie l'utilisation des produits, on dénature les produits. Hein. Donc, plus vous allez mettre de choses différentes, plus les choses perdent leur saveur d'origine. Voilà, à trop vouloir faire mieux, tu fais moins bien. Ah, on fait mal. Bon,
il est évident que mettre un peu d'essence de rose dans la crème dénature le goût même de la crème. Soit on veut l'utiliser et en profiter tel quel. Si vous voulez vraiment, je dirais, profiter, j'avais envie d'employer un autre mot, mais il a une connotation un peu différente. Si vous voulez vraiment profiter du goût de la crème de la gruyère, vous la mangez uniquement avec de la meringue, point à la ligne. Hein. Dès le moment où vous commencez à mettre du fruit, ben vous allez déjà changer un petit peu les paramètres. Et plus vous allez mettre de choses, comme dans la dernière recette où je mets un peu de lard, un petit coup à la framboise ou à la rose, etc. Là, à ce moment-là, vous allez dénaturer évidemment le produit. Vous allez en tout cas vous en éloigner. Mais ça, c'est la cuisine. Hein, c'est comme ça. Hein, la cuisine, ben bon, dès le moment où on complexifie une recette. Alors, je crois que je ne sais plus si c'est Bria Savarin ou Kurnonski qui disait qu'en cuisine, les choses devaient avoir le goût de ce qu'elles sont. Hein. Mais je veux bien respecter ce grand principe. Mais la cuisine, c'est tout autre chose. Je dirais que dès le moment où vous allez mélanger des choses entre elles, ben les choses n'ont plus le goût du départ. Hein. Dès le moment où vous mettez, par exemple, des morceaux de chocolat dans votre sauce civet, c'est un grand classique, c'est connu, ben votre sauce civet a déjà un goût différent. Dès le moment où vous épicez une sauce, elle prend un goût différent. Vous allez mettre des herbes, je dirais, dans une sauce, la sauce n'a plus le même goût. Ça, c'est le même pour tout, évidemment. Moi, je dirais, allez voir l'épisode 28, qui était le seul où je l'ai fait en solo. Pour la raison exposée dans l'épisode 28, je vous présente une sauce où on mélange 2 ingrédients et au final, on trouve un goût qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. C'est la sauce avec le ketchup et la moutarde, c'est ça? Voronoff, comme ça. Voilà. Oui, exactement. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour cette recette-ci. Ouais, avant de partir, profitez-en que c'est les vacances pour bien vous instruire. Et si vous avez marre d'écouter des podcasts, et ce que je peux bien comprendre, vous aurez peut-être envie de vous mettre à la lecture. Et quoi de mieux qu'en faisant la vaisselle que d'écouter un bon livre audio. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai plus parlé, mais on a toujours l'offre sur notre site. Si vous allez sur parlercuisine.com/audible ou bien vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la page de garde, votre premier livre audio est gratuit. Et en passant par le lien qui est présent sur notre site ou dans les notes de l'épisode, vous soutenez l'émission. Donc le premier livre est gratuit, sans obligation d'abonnement. Et si vous restez abonné, après vous êtes inscrit, vous paierez, je crois, c'est 9,90 € par mois. Et vous avez le droit de télécharger un livre audio, n'importe lequel. Et il y a des livres qui sont très intéressants. Certains livres qui font plus de 20 heures de lecture, qui à l'unité coûteraient plus de 40 €. Mais vous pouvez le prendre avec votre abonnement. Et moi, je ne le recommanderais pas si je ne l'utilisais pas. Ça m'a permis de lire des livres que je n'aurais jamais lus si j'avais dû les acheter en papier et puis m'asseoir, trouver le temps de les lire, parce que depuis que j'ai des enfants, mon temps de lecture a vachement diminué. Mais alors, du coup, moi je deviens volontaire pour faire la cuisine, le repassage, la lessive et la vaisselle, parce que ce sont tous des temps que je peux mettre à profit pour écouter soit des podcasts, soit des livres audio. Et ça m'a permis comme ça de lire au moins un livre par mois et de rester cultivé. Alors bon, maintenant c'est les vacances, j'imagine que vous avez l'occasion de pouvoir lire un peu plus de livres. Si vous avez envie de reposer un peu vos yeux et de lire un livre sans avoir l'air de le lire, tout en profitant du paysage par exemple, ou en conduisant. Donc Audible, c'est une solution qui est relativement bien intéressante à ce niveau-là. Je l'utilise moi-même. Si vous avez envie de l'essayer, premier livre est gratuit si vous passez par le lien qui est présent sur notre site. Vous soutenez notre podcast sans que ça ne vous coûte un centime. Voilà. Sinon, si vous voulez soutenir un peu plus loin notre podcast, il y a toujours la page Tipeee, il y a la page Patreon. Si vous avez une question pour Guy, c'est question@parlercuisine.com ou bien sur les réseaux sociaux habituels. Voilà, merci beaucoup de nous écouter pendant les vacances et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. À bientôt, au revoir.